Autrement dit, le noir ne doit plus se trouver placé devant ce dilemme. Se blanchir ou disparaître, mais il doit pouvoir prendre conscience d'une possibilité d'exister. Autrement dit encore, si la société lui fait des difficultés à cause de sa couleur, si je constate dans ses rêves l'expression d'un désir inconscient de changer de couleur, mon but ne sera pas de l'en dissuader en lui conseillant de garder ses distances. Mon but, au contraire, sera, une fois les mobiles éclairés, de le mettre en mesure de choisir l'action ou la passivité à l'égard de la véritable source conflictuelle, c'est-à-dire à l'égard des structures sociales. Monsieur Manoni, soucié d'envisager le problème sous tous les angles, n'a pas manqué d'interroger l'inconscient du malgache. Il analyse pour cela 7 rêves, 7 récits qui nous livrent l'inconscient, et parmi lesquels on en trouve 6 qui manifestent une dominante de terreur. Des enfants et un adulte nous communiquent leurs songes, et nous les voyons tremblants, fuyants, malheureux. Sa voix tremblait un peu. Je suis rentrée aussitôt. L'entrevue n'avait pas duré 2 minutes, mais c'était tout ce qui nous était permis et tout le temps. Il y avait eu entre nous cet espace que nous ne devions pas franchir. Pauvre chère maman, elle ne m'avait pas seulement serré contre sa poitrine. Pourtant, je suis sûre qu'elle s'était éloignée, très droite, très digne. Elle se tenait toujours très droite, et parce qu'elle se tenait si droite, elle paraissait plus grande qu'elle n'était, et elle marchait toujours très dignement. Sa démarche était naturellement digne. Il me semblait l'avoir marché dans le chemin, la robe tombant noblement, le pagne bien ajusté, les cheveux soigneusement nattés et ramenés au niveau de la nuque, comme ces 3 semaines avaient dû lui paraître longues. On confirme que je suis folle. On commence à m'attacher. Il paraît que je cherche à fuir. Ce n'est pas vrai. Je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer, de voir la lumière du soleil? Pourquoi me prive-t-on d'air? Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac, si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du gym. C'est juste la voix de mon père, la voix de mon époux et celle de mon oncle. La voix de tous les hommes de ma famille, Mounial, patience. Il avait connu très peu d'échecs dans sa vie, et même il a perdu Claire, il était passé le jour où il avait donné l'assaut à sa défense. Jusque-là, sans faille. Celle avait cru que ce n'était pas arrivé, ses rêves remplis de voiles, blancs et les registres d'état civil. Elle me gifla si énergiquement que je vrillais sur moi-même et me retrouvais adossée au mur. J'éclatais en sanglots et toutes mes rancœurs étouffées remontèrent et brouillèrent mon esprit. Je vidais mon cœur, je parlais de mon besoin de père. Je dis tout, mes soupçons, mes incertitudes, ma fureur, mes angoisses. Mes phrases hoquetaient, se fragmentaient. C'étaient les phrases de folle ou d'halluciné. Grand-mère était à quelques pas de moi, mais plein de souffle me révélait sa présence comme si elle s'était engourdie dans un hébétement idiot. Mademoiselle Etundi me prit dans ses bras et m'entraîna. Ne pleure pas, du calme, enfant, tout va bien. Je me laissai aller dans ses bras comme une eau qui coule. Elle me fit asseoir sur son lit. Monsieur le conducteur y dormait, ronflait, tourné vers le mur. Elle lava mon visage avec une eau savonneuse. Elle me fit respirer l'eau de colonne et me tendit un verre de cola et les aidait s'éclaircir. Monsieur Ndétaré sourit et prit congé très poliment. Je continuai à suivre les cours sans véritable inscription. À la rentrée suivante, un parent qui allait inscrire sa propre fille abonda dans le sens de l'instituteur et aida ma grand-mère à régulariser ma situation scolaire. Au pif, on se décida pour le mois des premières pluies. Petit à petit, ma grand-mère se passionna pour mes études.
Je pensais toujours qu'elle savait lire et écrire tant elle surveillait mes révisions du soir devant la lampe tempête. Accoudée à la table du salon, je lisais mes leçons à haute voix. Puis, je fermais les yeux pour essayer de les réciter. Dès qu'elle soupçonnait une hésitation, elle m'ordonnait fermement « Relis encore plusieurs fois et récite-moi ça mieux ». Au Cameroun, autant qu'ailleurs en Afrique sans doute, le mariage ne se vit pas en vase clos. Il s'en faut de beaucoup, c'est à la fois heureux et malheureux. C'est heureux, cela va sans dire, au regard des gains inestimables que l'on engrange au contact des autres, car n'en déplaise à Stendhal, il n'y a pas que le caractère que l'on ne puisse acquérir dans la solitude, tout le reste étant possible selon lui. Mais le ver qui sème le plus de ravages dans le fruit des ménages est ici, sans conteste, le poids que pèse parfois de manière dramatique l'autorité des parents des époux ainsi que les devoirs de ces derniers vis-à-vis de la famille, réels bien que souvent exagérés. C'est la grande famille africaine, celle dont l'étendue dépend souvent de paramètres pas faciles à comprendre. Donne ta place à l'homme mûr, dit-il à un enfant entièrement nu, portant un crucifix au cou et qui léchait une marmite. C'est De Gaulle, mon deuxième fils, dit l'homme à la serviette éponge. Tu te souviens, j'avais épousé sa mère après la guerre. Ah, dit Ngamba, les enfants de nos jours poussent comme le maïs. Viens me saluer, De Gaulle. Le bambin, intimidé par l'étranger, s'était enfoncé dans l'ombre avec sa marmite. Quand Ngamba lui tendit la main, il s'y enfonça un peu plus. De Gaulle, viens saluer, étonna son père. Aurais-je fait un fou? À ces mots, De Gaulle, un doigt dans le nez, avança vers Ngamba. Encore des propos d'universitaires. Un mari couronne la vie d'une femme Ifeoma. C'est ce qu'elles veulent. Chimamanda Ngozi Adichie, l'hibiscus pourpre. Les effets secondaires de l'alcool ne tardaient pas à se manifester. Le plus jeune des convives, d'une trentaine d'années, celui-là même qui venait d'adresser ses compliments à la cuisinière pour son choix du menu et sa dextérité de cordon bleu, se mit à admirer les contorsions de la belle Doudane. Il avait les yeux hagards braqués sur son postérieur rembourré, alors que celle-ci faisait de multiples allées et venues qui tendaient à débarrasser la table, le sol nu en réalité. Petit Joe était maintenant bien remis de ses soucis de santé et avait repris ses activités. Il était tout excité à l'idée de retourner à l'école, suivant ainsi une idée d'Alain Sango. « Je ne pourrais pas, tu le sais bien », avait objecté Petit Joe. « Je n'ai pas d'acte de naissance. »« Ça va s'arranger. J'en ai parlé à un de mes amis, dont le père est officier de police judiciaire. »« Oh, c'est vrai ?» demanda Petit Joe, soudain gagné par un vent d'optimisme. « J'aurai une réponse d'ici une semaine. Attendons. » « Mais j'aime travailler, avait-elle protesté. Elle s'était maudite pendant des jours après avoir appelé l'agence qui l'embauchait pour dire qu'elle ne serait plus disponible pendant quelques mois. « Ils te reprendront dès que tu seras prête, » lui avait-il assuré. Il l'écoutait patiemment chaque fois que commençaient ses longues lamentations sur son état et son travail qui lui manquait, se plaignant d'avoir l'impression d'être grosse, oisive et inutile, et il lui rappelait alors combien elle détestait parfois son travail et lui garantissait que d'avoir arrêté était la décision la plus sage, car la santé passait avant tout. « Je vais y aller, moi, et prendre 4 boulots avant de te laisser bosser dans la douleur et l'incommodité, » lui promettait-il. Une semaine après le début de son congé, sa sollicitude augmenta d'un cran encore et il lui annonça souhaiter qu'elle renonce au semestre de cours à venir, celui de printemps et celui d'été, pour rester à la maison après l'arrivée du bébé,
prévu en décembre. Non, s'écria-t-elle, immédiatement en bondissant du sofa où ils se câlinaient tous deux. Je ne vais pas rater les cours. J'y ai déjà réfléchi et j'ai décidé, lui répondit-il calmement, en s'adossant dans le sofa, les jambes croisées. Tu as décidé, hein?